parti. On va commencer cette conférence. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints dans cette bulle verte à cette heure un peu tardive. On va parler aujourd'hui principalement de filière REP. Dans cette conférence, la filière déchets à l'aune du cadre réglementaire. On va commencer par un petit point terminologie. Donc les REP, qu'est-ce que c'est ? On parle de responsabilité élargie du producteur. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Globalement, c'est le principe de pollueur-payeur, c'est-à-dire que c'est celui qui produit le déchet ou qui le distribue qui va devoir au moins à minima financer la fin de vie de ce produit. À minima, on le verra tout à l'heure, on ira plus en détail sur les différentes obligations dans le cadre des REP. Et je vous ai mis ici aussi la loi AGEC, parce que, on le verra, les filières REP, c'est quelque chose d'assez ancien. Et il y a eu une accélération avec cette loi AGEC. Et on observe aussi un changement dans la terminologie, c'est-à-dire qu'ici, on ne parle plus uniquement de déchets de fin de vie, on parle d'arrêter le gaspillage et on parle d'économie circulaire. On va essayer de plus en plus, dans le cadre de ces réglementations-là, de boucler des boucles de circularité pour éviter de parler de déchets. Et moi, je travaille chez BPI France au sein des accélérateurs. On a un accélérateur transformation et valorisation des déchets. Et il y a un vrai débat parmi les accélérés qui est de dire, mais est-ce qu'on parle vraiment encore de déchets ou est-ce qu'on n'est pas plutôt sur des nouvelles ressources ? Donc peut-être que demain, cet accélérateur changera de nom. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Juliette et Jérémy, que je vais laisser se présenter, car ils feront mieux que moi. Bonjour à tous, Juliette Roquette, moi je suis avocate au barreau de Paris et fondatrice du cabinet Materlo, qui est un cabinet d'avocats d'affaires dédié à l'économie circulaire. Et ce qui nous vaut d'être consulté assez fréquemment sur le sujet des filières REP. Et je crois que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'espère apporter un peu de clarté et surtout susciter un peu d'intérêt pour ce sujet qui semble être très technique, mais dont on verra qu'il a vocation à avoir de plus en plus d'importance. Bonjour à tous, je m'appelle donc Jérémy Sedbon et je suis le président fondateur d'une société qui s'appelle Recyc Matelas Europe, qui a été donc créée en 2010 et qui est depuis 2012 également soumis à la responsabilité élargie des producteurs. Et donc voilà, l'idée c'est d'illustrer par mon expérience en tant qu'entrepreneur une activité qui est soumise à REP, illustrer le propos de Juliette. Donc vous l'aurez compris, pendant ces 30 prochaines minutes, on va faire un peu un aller-retour entre la théorie, qu'est-ce que c'est que ce cadre réglementaire, et la mise en pratique avec Jérémy. Et du coup, je vous propose de commencer par le terrain. Jérémy, est-ce que tu peux nous présenter ton activité ? Bien sûr, donc j'imagine que Recyc Matelas Europe, ça parle un petit peu déjà dans l'activité. Donc nous sommes une entreprise spécialisée dans le démantèlement des produits literie et ce qui nous intéresse le plus dans la valorisation des matières qui sont issues de ce démantèlement. En 2010, il n'existe aucune alternative à l'enfouissement des matelas. Le matelas est considéré comme un déchet ultime et donc acheminé vers des centres de stockage ultime qu'on appelle des centres d'enfouissement. Donc Recyc Matelas Europe est né de ce constat-là, puisque lorsque vous ouvrez un matelas, vous vous rendez compte que toutes les matières que compose un matelas sont finalement toutes valorisables, en tout cas recyclables. Donc ça, c'est le constat d'où est partie l'idée. Et puis on a voulu également inscrire dès le départ dans l'ADN de l'entreprise une dimension sociale, puisque nous sommes devenus assez rapidement entreprise d'insertion. Et ainsi, on sort un petit peu du sujet, mais ainsi, Recyc Matelas Europe recrute, embauche une centaine de jeunes chaque année sur un parcours d'insertion qui dure 24 mois et dont le but, bien évidemment, est d'assurer un parcours de formation, un parcours d'accompagnement qui va les aider à obtenir un emploi plus stable par la suite. Donc voilà, on avait dès le départ envie d'avoir nous sommes entrepreneurs engagés et donc envie de retranscrire cette volonté-là dans une entreprise avec une grande responsabilité sociétale. Vous avez compris, on coche à la fois la case de l'impact social, mais surtout aussi la case de l'impact environnemental. Donc simplement quelques chiffres rapidement, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui.
En 2024, pardon, on va réaliser un chiffre d'affaires d'un peu plus de 15 millions d'euros, le fruit de 80% de croissance sur ces 3 dernières années. Preuve que vous voyez, l'économie circulaire est vraiment un secteur porteur. Ce chiffre d'affaires est réalisé sur 5 sites de production en France grâce à 130 salariés qui sont principalement des opérateurs de production. On reste une petite PME avec une grande agilité. Ce chiffre d'affaires a été réalisé en traitant plus de 32 000 tonnes, ou le sera en tout cas en 2024, grâce au traitement de 34 000 tonnes de matelas en fin de vie, répartis sur ces 5 sites de production, et dont 100% des matières seront valorisées. Alors on verra un petit peu plus tard, hein, j'imagine que, comme vous le savez déjà, il y a différents types de valorisation. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit également, entreprise conventionnée, entreprise d'insertion depuis 2012. Et nous avons réalisé, et ça c'est intéressant, l'année dernière notre toute première opération de croissance externe en rachetant le leader français dans la fabrication et la commercialisation de matelas reconditionnés. Une façon pour nous de boucler la boucle et d'occuper toute la chaîne de valeur de l'économie circulaire, depuis le démantèlement jusqu'à la réincorporation des matières en réemploi dans des produits finis. Alors, donc en 2010, on est parti de rien, il fallait tout inventer. Et aujourd'hui, en fait, on a 2 savoir-faire chez Recyc Matelas. Un, le process industriel. Donc, on a développé des lignes de production et des lignes de démantèlement automatisées qui nous permet donc de démanteler tout type de matelas, des matelas, ce qu'on appelle alvéolaires, donc en mousse et en latex, et puis une chaîne de démantèlement spécifique au démantèlement des matelas ressorts, qui vont nous servir à séparer les différentes fractions de matière. Donc on les voit, hein, on va retrouver de la mousse polyuréthane, du latex, les textiles correspondent aux cotyles du matelas, les ressorts, etc. Et toutes ces matières-là vont faire l'objet d'une valorisation, donc soit ce qu'on appelle d'une valorisation matière, qu'on appelle donc le recyclage, ou alors d'une valorisation énergétique. Alors ce qu'on appelle la valorisation énergétique, et on va développer un petit peu le sujet un peu plus tard, c'est soit créer de la biomasse, donc alimenter les chaufferies pour produire du chauffage urbain, ou alors créer du combustible, donc sur le CSR, du combustible de substitution de valorisation, qui va servir aux cimentiers, qui va servir d'alimenter les fours des cimentiers. Voilà, donc 2 grands savoir-faire, le process industriel et surtout, et c'est le plus important, être en capacité de trouver des filières de valorisation pour toutes ces matières. Alors lorsqu'on parle de papier, plastique, carton, hein, c'est des grands flux, on connaît, on sait comment les valoriser. Lorsqu'on parle de mousse polyuréthane, de latex, de textile, c'est un peu plus compliqué, et c'est tout le travail de fourmi que Recyc Matelas a su faire au début. Et donc aujourd'hui, on a des viviers d'acheteurs pour chacune de ces matières, et toutes ces matières seront réincorporées pour fabriquer d'autres types de produits. Merci Jérémy. Donc voilà, l'exemple, le cas concret est posé. On va revenir sur le cadre. Et Juliette, je te laisse nous parler un peu des REP. Oui, on va revenir à quelque chose d'un peu plus théorique, qui est la notion même de filière REP. Thibaut, on a pas mal parlé en introduction. Mais il y a d'abord, qu'est-ce que ça veut dire responsabilité élargie? Élargie par rapport à quoi? Déjà, une responsabilité, c'est pas mal, mais alors une responsabilité élargie, ça veut dire qu'on dit au metteur sur le marché, qui peut être soit le fabricant, soit le distributeur, soit l'importateur, qu'il est responsable de son produit pendant tout son cycle de vie, au-delà de sa mise sur le marché. C'est pour ça qu'on parle de responsabilité élargie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? S'il n'y avait pas de filière REP, hors filière REP, le principe, c'est que c'est le producteur du déchet qui a la responsabilité juridique et la charge financière de la fin de vie de ces déchets. Donc, votre entreprise, la mienne, on va soit payer un prestataire, soit une collectivité qui va venir collecter, qui va s'occuper de traiter. Avec une filière REP, on inverse ce principe en disant que c'est au producteur d'assumer ce coût et cette responsabilité. J'insiste sur la notion de responsabilité parce qu'on verra qu'il y a beaucoup d'obligations autres que la question de l'argent qui sont liées au REP. Et on lui donne en droit français 2 façons de le faire, soit de manière individuelle, en créant un système individuel, soit de manière collective, en adhérant à un éco-organisme, c'est-à-dire qui va mutualiser ses obligations de façon collective avec tout un tas d'autres producteurs. En pratique, en France, c'est le système ultra majoritaire. Et donc, c'est un peu sur ce cas de figure qu'on va se concentrer aujourd'hui. Et donc, concrètement, le producteur va payer une éco-contribution à cet éco-organisme qui lui-même va la reverser
aux collectivités, aux acteurs de la valorisation et à tout un tas d'autres acteurs qu'on verra plus tard. Et alors, pourquoi est-ce que le législateur s'est dit que c'était une bonne idée de faire ça? L'objectif, en fait, c'est de conduire le producteur à internaliser les coûts qui sont liés à la totalité du cycle de vie de son produit dans un objectif d'éco-conception. On se dit celui qui est le mieux placé en fait pour limiter la production de déchets, c'est le producteur au stade de la conception du produit. Ce concept, on en parle de plus en plus parce qu'il prend de l'importance, mais il n'est pas du tout nouveau. Il aura 50 ans l'année prochaine. Dans la grande loi sur les déchets en France de 75 et la directive déchets de 75 européenne, il y avait déjà ce principe de responsabilité élargie du producteur. Mais à l'époque, il servait d'une finalité qui était tout autre parce que dans les années 70, l'objectif, c'était financer l'élimination. On est à une époque, on est en plein boom des emballages, etc. Les collectivités qui se retrouvent débordées. Et aujourd'hui, ce concept, juridiquement, il n'a pas fondamentalement évolué, mais les services, les finalités au service duquel il se met ont été bouleversées. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif de la REP, c'est plus du tout de financer l'élimination, c'est plus seulement ça en tout cas, c'est aussi de contribuer de façon très opérationnelle à la mise en œuvre des modes de la hiérarchie des modes de traitement, et donc aussi de financer du réemploi, de la réparation, de la prévention. Et donc, oui, tu as parlé de la hiérarchie des modes de traitement. Jérémy, tu peux nous dire ce que ça veut dire et dans le quotidien de Recyc Matelas, ce que c'est? Bien sûr, parce que du coup, nous, on le vit directement, hein, cette injonction des éco-organismes, cette incitation des éco-organismes à respecter un certain mode de traitement. Les matières issues du démantèlement doivent faire l'objet d'un usage le plus vertueux possible. Je le disais, avant 2012, on partait en mise en décharge. Il n'y avait absolument aucun mode de traitement, c'était enfoui. Un des rôles des éco-organismes aujourd'hui, bien évidemment, c'est d'inciter les opérateurs à avoir l'utilisation la plus vertueuse. Et pour ça, il y a effectivement une hiérarchie de modes de traitement que vous avez là, qu'on appelle l'échelle de Lanzik, qui est assez simple, hein. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, bien évidemment. Donc en haut de la chaîne, on va retrouver la prévention. Ensuite, la réutilisation, le réemploi, c'est ce qu'on fait chez nous, chez Recyc Matelas, avec la solution EcoMatelas dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va c'est pas réincorporer, c'est pas du recyclage, c'est du réemploi, pardon. Donc on va vraiment, sans déstructurer la matière, la réemployer pour le même usage que celle qu'elle avait avant. Ensuite, vous avez le recyclage, ce qu'on appelle la valorisation matière. Donc là, on va déstructurer la matière et la réincorporer dans un produit fini. Très concrètement, par exemple, chez nous, chez Recyc Matelas, les textiles vont servir en partie pour une application d'isolation thermique destinée à l'isolation des combles perdus. Les mousses polyuréthane ont une grande vertu acoustique. Donc on va les utiliser pour fabriquer des panneaux d'isolation acoustique, pour faire de la sous-couche de parquet, de la sous-couche de moquette. Voilà. On peut réintroduire ces matières dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de l'ameublement. Il y a beaucoup d'applications. Si vous n'avez aucune solution pour le recyclage, dans ces cas-là, on va incinérer et récupérer l'énergie, ce que je disais tout à l'heure, la valorisation énergétique, et puis ensuite l'incinération et la mise en décharge. Voilà, donc c'est aussi le rôle des éco-organismes d'inciter, et donc du coup, par différents leviers, des appels à projets, des appels à manifestation, des subventions à l'innovation, voilà, pour inciter les opérateurs à, encore une fois, avoir l'utilisation de la matière la plus vertueuse. L'important aussi quand on est entrepreneur et quand on a des tonnages qui augmentent significativement, c'est que l'innovation, les exutoires accompagnent aussi cette montée en charge. Lorsqu'on a créé Recyc Matelas, on avait 1000 tonnes de mousse PU à remettre en marché chaque année. Aujourd'hui, on en a 9000. Donc c'est un enjeu important, un défi important. Et donc il faut bien évidemment que tout l'écosystème de la filière, opérateurs mais aussi transformateurs et producteurs, puisse accompagner cette montée en charge. Et donc concrètement, quand donc tu as créé ton entreprise en 2010, en 2012, la loi, la filière DEA est passée en filière REP, mise en application en 2013. Comment ça s'est passé concrètement pour toi? Alors, je pense que selon les entreprises, on a tous des expériences un peu différentes selon les enjeux, le contexte, à travailler avec une filière réglementée. Il se trouve que en 2010, aucun éco-organisme, donc il n'y avait pas de responsabilité élargie des producteurs pour la filière ameublement, qui s'appelle donc la filière DEA, déchets d'éléments d'ameublement. Ça n'existait pas. Donc entre 2010 et 2012, lorsque vous allez voir une collectivité locale et que vous leur dites, écoutez, c'est super,
Vous payez aujourd'hui 150 € à Suez ou Veolia qui s'occupe de votre commune, pour mettre en décharge vos déchets. Eh ben, moi, je vais vous demander le double, mais par contre, rassurez-vous, vos matelas, je vais les recycler. Bon, bah, inutile de vous dire qu'entre 2010 et 2012, les intérêts économiques prônent et de très très loin sur les considérations environnementales, ce qui est d'ailleurs encore un petit peu le cas aujourd'hui. Donc pour nous, ça a été un formidable accélérateur. 2012, donc, alors ça s'appelait pas Écomaison, Écomobilier obtient son premier agrément et commence à déployer la filière. Donc, c'est quoi le rôle d'un éco-organisme? Aujourd'hui, vous avez 3 éco-organismes qui sont agréés sur la filière ameublement. Écomaison, Valdelia, Valobat. Recyc Matelas est bien évidemment sous contrat avec l'ensemble de ces éco-organismes. Et le rôle d'un éco-organisme, alors là, on ne va plus parler du financement, mais surtout de comment on met en œuvre opérationnellement une filière. On va déployer sur tout le territoire national, dans toutes les déchetteries publiques et professionnelles, des bennes spécifiques affectées aux déchets d'éléments d'ameublement qui seront ensuite collectés, acheminés vers des centres de préparation que nous sommes, et ensuite dont les matières seront valorisées. Tout ce que vous voyez là à droite sont des marchés qui sont vraiment compartimentés. L'éco-organisme va lancer un marché de transport pour la collecte, va lancer un marché de tri qui va s'adresser aux grands opérateurs de déchets, Veolia, Suez, Paprec, qui vont s'occuper de trier les bennes dans les centres de tri. Et ensuite, on va massifier les différents flux qui seront acheminés vers les centres de préparation comme les nôtres. Et donc, voilà, vous avez effectivement donc, à gauche de la slide tous les points de collecte de ces éco-organismes pour vous dire que ce sont des filières, malgré tout, qui ont été déployées assez rapidement et qui ont été pour nous un formidable accélérateur. Merci Jérémy. On va repasser côté cadre réglementaire avec quelques chiffres sur les REP. Juliette. Alors, la REP en chiffres, ça donne quoi? En France, je vous ai dit, le concept juridiquement, il date de 75. La première REP française, elle date de 92. C'était pour les emballages. Et aujourd'hui, en 2017, l'OCDE nous disait qu'il y avait 400 filières REP dans le monde. Et la France, la France est la championne du monde des filières REP, avec 22 filières REP l'année prochaine. Si les textes arrivent dans les temps, c'est pas tout à fait gagné comme souvent. Donc on aurait 22 filières REP en 2025, dont 12 spécifiquement françaises et 10 qui sont européennes, soit initialement, soit qui étaient des REP françaises qui sont devenues européennes ou vont le devenir. Je pense à la REP textile. Sur ces 22 filières, il faut bien se rendre compte qu'il y en a 10 qui ont été créées par la loi AGEC en 2020. Donc c'est un changement de paradigme total, d'autant que parmi les REP qui sont créées par la loi AGEC, il y en a qui sont massives en volume et en montant d'éco-contribution représentée, notamment la REP produits matériaux de construction et la REP textile sanitaire à usage unique qui représentera aussi des très très gros volumes. Et du coup, cet univers des REP, économiquement, ça représente quoi? Cette année 2022, 1,9 milliard d'euros d'éco-contribution, 3,1 milliards en 2024 et 8 milliards en 2029. En termes de poids, de volume de gisements, sur la totalité des gisements qui sont produits en France, c'était 5% en 2022 et ça représentera 22% en 2025. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. C'est-à-dire que la REP n'est plus du tout un mode minoritaire de gestion des déchets. Et ça se traduira aussi par, je vous le disais tout à l'heure, les REP, c'est vraiment un des outils de politique publique utilisés pour servir les objectifs de transition vers une économie plus circulaire. Ça se traduira par des objectifs de collecte qui passeront à 53 millions de tonnes en 2030 et 31 millions de tonnes d'objectifs de recyclage. Ces objectifs étant dans les cahiers des charges des éco-organismes qui sont en principe tenus de les respecter, même si ce n'est pas toujours le cas, on en reparle tout à l'heure. Jérémy, sur la filière DEA, tu as quelques chiffres à nous donner par rapport à cela? Les estimations pour la filière ameublement, c'est entre 1 200 000 et 1 300 000 tonnes qui sont jetées chaque année. Donc dans l'ameublement, vous allez retrouver les rembourrés, le bois, bien évidemment la literie. La literie, c'est 6 millions de matelas qui sont jetés chaque année. Ça représente à peu près 80 000 tonnes. Voilà. Donc c'est un marché de niche pour nous. Un marché de niche à l'échelle nationale, mais qui représente en tout cas pour une entreprise voilà, beaucoup d'activités. Hein. Alors nous, on a 80% de parts de marché en France, donc on n'a pas à se plaindre, mais voilà, ça nécessite quand même une grosse organisation industrielle.
Et donc, comment ça se passe concrètement sur le terrain, cette relation avec les éco-organismes? Voilà, en fait, cette slide, elle illustre un petit peu. Alors d'abord, le mode de financement, vous allez le comprendre. Et pourquoi avant 2012, avant l'émergence de ce mécanisme-là, c'était très très compliqué pour se faire rémunérer par les collectivités locales. Parce que jeter en décharge, ça coûte rien. Par contre, recycler, bah, vous avez des charges d'exploitation pour démanteler, vous avez des charges de bâtiment, vous avez des charges de main-d'œuvre, etc. Et donc, effectivement, grâce à ce mécanisme qui a été mis en place en 2012, voilà, on a pu assez rapidement arriver, nous, à une situation de rentabilité. Vous avez donc en haut de la pyramide les consommateurs que nous sommes tous. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris encore comment vous allez payer, comment vous allez financer le système REP, c'est surtout les éco-participations, les éco-taxes dont vous allez vous acquitter lorsque vous achetez un matelas. Alors c'est ce qui existait sur les déchets d'éléments, sur les D3E, hein, une machine à laver, un micro-ondes, ça existe depuis très longtemps. Vous allez vous dispenser d'une éco-taxe. Depuis 2012, c'est en place sur tous les produits d'ameublement. Cette éco-taxe, donc, elle va être collectée par les metteurs en marché, reversée aux éco-organismes qui vont être en charge, effectivement, avec ce financement, d'organiser de façon opérationnelle toute la filière. Donc, nous sommes sous contrat avec les éco-organismes. Donc, les éco-organismes nous rémunèrent un prix pour la prestation de démantèlement. Donc, on va démanteler sur nos centres et ensuite valoriser, donc 2 types de valorisation, le recyclage ou la valorisation matière, qui sera bien évidemment rémunéré de différentes façons pour les éco-organismes. Comme je le disais tout à l'heure, le but étant d'inciter les opérateurs à la meilleure utilisation. Je voulais dire autre chose que j'ai oublié. Mais voilà, en gros, voilà le système de mode de financement. Oui, si, c'est important. C'est que les éco-organismes, pour nous inciter bien évidemment encore plus, ils sont malins, ils nous payent à la tonne sortante. Ils ne nous payent pas à la tonne entrante. Moi, je prends mes matelas, puis on en fait ce qu'on veut. Pas du tout. On doit déclarer avec des bordereaux de traçabilité où est-ce qu'on a valorisé, où ça, chez qui. Les éco-organismes se gardent le droit aussi d'auditer nos filières de valorisation. Donc c'est important qu'elles soient bien identifiées. Merci Jérémy. Et on en a parlé tout à l'heure. Oui, les questions après. On en a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas uniquement financier. La responsabilité est élargie. Juliette, est-ce que tu peux nous parler des différentes responsabilités des acteurs de cette chaîne de valeur? Oui, donc la REP ne sert pas que à faire transiter de l'argent. Les metteurs en marché, ils ont d'autres obligations au titre des filières REP, notamment depuis la loi AGEC, de mettre en place un plan de prévention et d'éco-conception. L'obligation d'étiqueter leurs produits d'une certaine façon, au-delà de certains volumes, c'est les fameuses obligations d'information sur les qualités caractéristiques environnementales. Tout ça, c'est la REP qui sert de vecteur d'obligation d'éco-conception sur les metteurs en marché. C'est aussi la source des obligations en matière d'infoterie que vous connaissez tous sur vos emballages. Donc ça, c'était pour les obligations non financières des metteurs en marché. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que l'arrivée d'une REP, ça bouleverse quand même pas mal la vie. Alors, Jérémy nous dit que toi, ton entreprise, elle a grandi avec la REP. On est né avec la REP. Ouais, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, quand on opère dans un métier, qu'en fait, on a déjà des clients qui peuvent être des points de collecte et ses propres filières de traitement. C'est-à-dire que quand on est ici, ça peut faire un peu peur l'arrivée d'une REP parce que ça bouleverse complètement votre façon d'opérer, parce que tout votre approvisionnement potentiellement va se trouver centralisé ici, et puis potentiellement tous vos clients aussi. Donc ça peut être impressionnant. Après, il y a des règles de concurrence qui sont destinées à assurer des équilibres. Enfin, voilà. Ça, c'était pour les acteurs de la valo. La REP, elle peut aussi être vecteur d'opportunités pour tout un tas d'acteurs. Notamment parce qu'il y a un gros rôle des éco-organismes en matière d'innovation. Donc il y a des appels à projets d'innovation. Je ne sais pas si tu en reparleras tout à l'heure. Et puis pour d'autres acteurs qui gravitent autour de l'économie circulaire, je pense notamment au fonds réemploi et au fonds réparation. C'est assez paradoxal, on peut dire que c'est quand même assez étonnant de se dire qu'un metteur en marché, il finance la réparation de son produit sur lequel il ne sera pas intéressé financièrement par le biais des filières REP. Et justement, Jérémy, je voulais t'interroger sur cette dimension d'innovation. Est-ce que toi, c'est quelque chose, les éco-organismes t'ont permis d'innover ?
Alors, je vais simplement parler de l'expérience que nous avons vécue. Je ne sais pas sur les autres filières, avec les autres éco-organismes, comment ça peut se passer. En tout cas, nous, les éco-organismes ont joué le jeu. Et à 2 reprises, enfin plusieurs, mais en tout cas, nous, on a répondu à 2 reprises, donc à des appels à projets subventionnés à quasiment à hauteur de 70% par les éco-organismes. Et ces appels à projets ont pour but de stimuler l'innovation. Donc, typiquement, le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, le développement d'un produit d'isolation thermique destiné à l'isolation des combles perdus, c'est le fruit d'une innovation qui a été financée grâce à un appel à projet lancé par Ecomaison. Typiquement. Donc effectivement, les éco-organismes jouent également le jeu de l'innovation et jouent le jeu du financement de l'innovation. Là, vous avez une petite slide en fait, qui illustre les types de produits, enfin, en tout cas les applications dans lesquelles on valorise nos différentes matières. Eco-Matelas, on en a déjà parlé. Vous voyez, avec les mousses des structures, on peut refabriquer des matelas voilà, pour des gymnases. On broie et on réagglomère. Et des solutions comme ça, il en existe vraiment pour toutes les matières. Il reste encore peu de temps. Là, les enjeux de l'innovation pour le futur ne sont plus sur le recyclage, ce qu'on appelle mécanique, mais le recyclage chimique. Il y a énormément en ce moment d'appels à projets et de projets qui visent à développer le recyclage chimique de la mousse polyuréthane et également du polyester issu du textile. Merci Jérémy. Si vous avez des questions, ce sera juste après. On pourra prolonger un petit peu parce que le temps est compté. Juliette, en conclusion et ouverture, quels sont les enjeux des filières REP actuellement ? Ça n'engage que moi, mais j'en citerai 3. Le premier, je dirais, c'est d'abord assimiler tous les nouveaux objectifs issus de la loi AGEC. Et quand je dis assimiler, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une telle salve de réglementation d'un coup, et on n'est pas au bout de nos peines, parce qu'ensuite, il y a toute la mise en œuvre des textes du Green Deal, que je crois qu'il y a un moment où juste il faut que les éco-organismes, les metteurs en marché et tous les acteurs de l'économie circulaire, simplement, déjà, assimilent ces textes, les possibilités qu'ils ouvrent. Le deuxième, peut-être la confirmation de la performance du modèle des REP à la française. Ça, c'est un bilan qui est contrasté. Incontestablement, tous les rapports nous disent que les REP ont permis d'améliorer et la collecte et le recyclage et de créer des filières, des filières de recyclage industriel. Mais pour autant, les objectifs ne sont pas atteints dans 2/3 des filières, d'après un rapport qui a été publié l'été dernier. Et troisième enjeu, c'est un enjeu de régulation. Puisque ce même rapport propose, qui a été rédigé à la demande de la Première ministre, la création d'une instance de régulation indépendante, parce qu'on est dans un écosystème qui est assez unique. C'est que des acteurs privés, des relations de droit privé, mais tout l'univers des éco-organismes obéit à un cahier des charges public, à une mission de service public, et n'a pas aujourd'hui une régulation autonome. Donc c'est ce que cette instance c'est le rôle que cette instance a vocation à jouer, et les éco-organismes, d'après leur communication publique, ils sont plutôt favorables. Donc, affaire à suivre. Merci Juliette, merci beaucoup Jérémy. On va passer pendant les 2 minutes qui nous restent à quelques questions. Donc il y avait... Oui, bonjour. Enfin, j'avais une question de Béotien. Je voyais le petit graphique avec rouge, orange, vert. Enfin voilà. Est-ce que les éco-organismes, du coup, ils incitent les entreprises? Enfin, vous disiez qu'ils payent à la sortie, mais est-ce qu'ils payent à la sortie en fonction de la couleur aussi? Absolument, bien sûr. Enfin, est-ce qu'il y a une prime en gros réutilisation? Vous avez une super prime, et puis quand c'est rouge. Alors, vous avez déjà un grand principe que vous devez, enfin, en tout cas, que vous devez savoir, c'est que les éco-organismes sont propriétaires du déchet, sont propriétaires de la matière. Donc lorsque vous démantelez vos produits, que vous conditionnez les matières premières et puis ensuite que vous allez les envoyer vers une filière qui va être en charge de valoriser ce flux, il faut déjà racheter ces matières auprès de l'éco-organisme. Et donc en fonction du type de traitement, eh ben, vous allez racheter beaucoup moins cher si la matière a vocation à partir en recyclage ou si la matière a vocation à partir en valorisation énergétique. Et c'est par ce biais-là, notamment, que vient l'incitation. Il y a une autre question. Bonjour. Est-ce que vous savez s'il y a des retardateurs de flamme dans les matelas? Alors oui, il y en a un petit peu en France. Les retardateurs de flamme, en réalité, c'est surtout sur le marché. Ça n'intéressera personne, hein, mais je le dis. C'est surtout sur le marché anglo-saxon.
Et je le sais, puisqu'on a, nous, une incompatibilité totale de recyclage concernant les matelas qui viennent de UK, notamment à cause de ça. Merci pour la question. Une dernière petite question. Juste de savoir quel est l'éco-organisme avec lequel on va devoir travailler, où on peut les identifier et comment aller discuter avec eux pour parler d'un projet, justement. Mais ça, normalement, vous allez sur le site de la DGPR, de la Direction Générale de la Prévention des Risques. Et il y a l'ADEME qui a fait un nouveau site qui s'appelle ADEME Filière REP, qui est remarquablement bien fait. ADEME Filière REP, donc, ou DGPR. Pour votre filière, je ne suis pas sûre qu'on ait encore tous les textes. Donc, du coup, je ne suis pas sûre qu'on ait les textes. Merci à tous. On peut reprendre beaucoup. quelques questions à la suite, mais on doit finaliser cette... non, mais en dehors de la bulle. Merci à tous.